Interview d'un chiropracteur et coach thérapeutique, Laurent Picard. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nathalie Fossa, accompagnante des futures et des jeunes mamans qui souhaitent accompagner le développement de leur enfant de 0 à 3 ans au naturel, tout en se réalisant en tant que maman. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de recevoir Laurent Picard, qui est chiropracteur, mais pas seulement, ce serait très réducteur de le présenter ainsi. Il est parti se former aux États-Unis il y a une trentaine d'années et a démocratisé finalement cette pratique ici en France que l'on connaît aujourd'hui de plus en plus. Mais il s'est également formé à d'autres techniques comme la technique neuro-émotionnelle, à la kinésiologie appliquée, qui sont des apports importants dans sa pratique quotidienne. Aujourd'hui, il est devenu aussi coach pour des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau et on va voir ensemble comment toutes ces techniques peuvent apporter du bien-être et accompagner le développement de nos enfants, des bébés, des enfants et aussi aider les femmes enceintes pendant leur grossesse. Mais sans attendre, démarrons donc cette interview de Laurent Picard. Bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir d'être là avec toi. Eh bien, un plaisir partagé. Du coup, j'ai résumé un peu ton parcours, mais est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Parce que c'était certainement très résumé et pas du tout exhaustif. Alors, je te laisse compléter s'il y a des choses que tu souhaites apporter. Eh bien oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis de chiropractique dans le plus vieux collège, au Palmer College of Chiropractic aux États-Unis. Et c'était pour moi une grande chance car j'ai pu me connecter au travers de ça à des techniques qui à l'époque étaient relativement novatrices, telles que la kinésiologie appliquée, comme tu en as parlé, et qu'on va développer bien sûr, mais aussi l'organisation neurologique, les techniques neuro-émotionnelles, les techniques aussi un peu énergétiques, et beaucoup de choses en lien avec l'alimentation, qui aux États-Unis déjà avait pris beaucoup d'essor. Et j'ai eu cette chance de pouvoir me connecter très rapidement à toutes ces techniques. Et de là, progressivement, j'ai pu mettre en pratique ces approches et au fur et à mesure les expérimenter, voir qu'est-ce qui était plus, on va dire, prépondérant dans certains domaines, pour certaines choses, que d'autres techniques. Et ensuite, dans mon parcours, j'ai évolué vers, je dirais, plutôt une forme de quintessence parce que le coaching thérapeutique et la préparation mentale, c'est encore un autre apport complémentaire par rapport à mon travail de thérapeute au départ et surtout de pouvoir faire évoluer les gens en fait vers d'abord dans le bien-être et ensuite vers leurs objectifs de vie en fait, c'est ça surtout. Et donc c'est encore une autre dimension. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, tu es aussi devenu instructeur et formateur pour d'autres professionnels de santé. C'est ça, c'est qu'en fait, on va dire que dans mon évolution, j'ai changé de casquette à un moment donné, je suis passé de derrière le comptoir et j'ai commencé comment dire, à être poussé en avant pour enseigner ces techniques parce que j'étais un des premiers en France à revenir avec ces techniques. Et j'ai passé des examens au fur et à mesure pour pouvoir acquérir toutes les compétences et les niveaux de formation pour pouvoir moi-même être formateur. Donc j'ai formé en fait ces 15-20 dernières années plus de 900 confrères un peu partout en Europe au travers de toutes ces techniques. Et j'ai aussi donné à peu près 2000 heures de formation. D'accord, beau parcours. Oui. Et avec cette quintessence, tu as, comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu as développé finalement ta propre approche avec un concept Optimum Wellness, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, de mes expériences, de mon évolution, de mes rencontres, j'ai commencé à réfléchir en me disant comment on peut essayer de structurer un petit peu tout ça pour permettre aux gens qui sont en recherche, parce que nous sommes tous en recherche de quelque chose au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, et nous sommes tous en recherche d'une évolution, que ce soit une évolution spirituelle, que ce soit une évolution au niveau de notre santé, une évolution dans toutes nos catégories de vie. Et donc au travers de ça, j'ai essayé de comprendre et de voir comment on pouvait organiser les choses pour permettre aux gens, au travers d'abord d'un premier bilan, d'un check-up, de voir quels étaient les besoins de la personne, où elle en était, et en fonction de ça, de la faire évoluer sur ce que j'ai défini comme étant les 4 pôles
on va dire, qui constituent nos fonctions vitales, c'est-à-dire la partie musculo-squelettique, donc la structure, la partie métabolique organique, puisque nous fonctionnons au niveau organique tous les jours, la partie émotionnelle, nous sommes des êtres pensants par rapport aux animaux, et en même temps sur la partie énergétique, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui avec la physique quantique que l'énergie nous nourrit tous les jours, et donc j'ai défini en fait un concept qui s'appelle la pyramide du wellness. Très bien, c'est magnifique. Du coup, on va aujourd'hui parler un peu plus précisément de tout ce qui est la chiropraxie, parce qu'effectivement sur ma chaîne, on parle beaucoup de parentalité, de femmes enceintes, de bébés et d'enfants. Et justement, déjà peut-être tu peux nous expliquer plus précisément qu'est-ce que la chiropraxie et quelle est la différence aussi avec l'ostéopathie, parce qu'on peut avoir du mal en fait à s'y retrouver. C'est ça, c'est une grande question et c'est d'ailleurs souvent la première question que tout le monde nous pose quand on est chiropracteur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la chiropractique, c'est une médecine de santé naturelle qui s'est développée aux États-Unis en 1895 avec le docteur David Palmer, puis son fils, puis son petit-fils, donc c'est quand même une histoire familiale. Et c'est une approche qui a pour objectif d'enlever les dysfonctionnements musculo-squelettiques du corps pour permettre au système nerveux de fonctionner à son plein potentiel. Sachant que le système nerveux est le premier à se développer dans le développement embryonnaire, neurologique, dès la 3e semaine embryonnaire, et que de ce système découlent tous les autres systèmes, le système digestif, respiratoire, et ainsi de suite. Donc, il est à la base du fonctionnement du corps. Et il faut comprendre aussi que le système nerveux, qui est constitué du cerveau et de la moelle épinière, est en interaction avec l'ensemble du corps. On sait aujourd'hui que quasiment toutes les cellules du corps reçoivent une information neurologique, donc sont en relation à travers les nerfs, en relation avec le cerveau. Donc, à partir de là, l'objectif de la chiropratique, c'est d'enlever les interférences nerveuses pour permettre à ce système nerveux qui gouverne et qui contrôle et qui permet l'adaptation de fonctionner à son plein potentiel. Ça, c'est la philosophie de base. Alors cette approche, elle s'est développée aux États-Unis, puis après elle a pris son essor, elle s'est développée en Europe et dans le monde entier. Voilà. Et on peut dire aujourd'hui que c'est la profession de santé qui a le plus de visibilité worldwide. Oui, d'accord. Okay, voilà. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ostéopathie, qui s'est développée aussi aux États-Unis en parallèle, à peu près à la même époque, a eu une évolution qui est différente. Alors, les trois différences principales, on va dire, globales qu'on peut donner entre la chiropractique et l'ostéopathie, c'est que ces deux professions se sont développées, elles sont cousines, elles se sont développées aux États-Unis avec Andrew Steele pour l'ostéopathie. Sauf que l'ostéopathie, la philosophie, et c'est ça une différence fondamentale, elle est basée au départ sur le fonctionnement des liquides. C'est-à-dire qu'en fait, le but de l'ostéopathie, c'est d'enlever des blocages pour permettre aux liquides du corps de mieux fonctionner. Ça, c'était la philosophie de base. Puis cette philosophie, elle a évolué progressivement. Et aujourd'hui, les ostéopathes se rapprochent un petit peu de nous parce qu'ils ont compris la valeur et l'importance du système nerveux. La chiropractique a été la première à parler de système nerveux. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une différence. Et on va dire que le chiropracteur, dans sa formation, est vraiment un spécialiste du système nerveux. Ça représente beaucoup d'heures de formation dans notre curriculum, de même que la radiologie, mais c'est vraiment notre spécificité. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est que la chiropractique a un niveau de reconnaissance internationale qui est plus important que l'ostéopathie, parce qu'elle est présente dans énormément de pays, avec un niveau de reconnaissance comme par exemple aux États-Unis un doctorat, et surtout des heures de formation qui sont comment dire, très cadrées, très reproductibles. C'est-à-dire que nous, notre formation en chiropractique, elle a un cursus qui est le même dans toutes les écoles chiropratiques dans le monde. Oui, il y a donc une norme de une formation. standardisation, Standardisation. que n'a pas l'ostéopathie. Parce que l'ostéopathie, en fonction des pays, en fonction des endroits, même dans le même pays, tu peux avoir par exemple 3 ans de formation ou 5 ans de formation. Donc il y a beaucoup de, on va dire, de différences comparées à la chiropractique qui est vraiment très, on va dire, standardisée et
je dirais, reproductible dans sa formation. Donc qu'on prenne un collège au Japon, qu'on prenne un collège au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne, s'il est accrédité, il va recevoir le même nombre d'heures de formation en anatomie, en radiologie, en neurologie, par exemple. Donc ça, c'est une deuxième différence très très importante parce que pour nous, en fait, quand on est chiropracteur, eh bien, en fait, et quand on échange ensemble, on sait qu'on est sur le même niveau d'exigence de formation. Voilà. Et la troisième, je dirais, différence, c'est que cette reconnaissance en fait de la chiropractie, donc ça nous amène à un niveau de fonctionnement qui est standardisé et qui fait que aussi on a une reconnaissance internationale. Par exemple, il y a des domaines dans le sport, par exemple, où la chiropractique va rentrer beaucoup plus facilement au niveau international que l'ostéopathie, à cause des recherches, à cause du développement qu'il y a eu, parce que la chiropractique, elle a été très très vite reconnue aux États-Unis. Elle a même gagné des procès contre la médecine aux États-Unis. Et donc, elle a pu acquérir des bases scientifiques très fortes. D'accord. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, j'ai 3 points là sur lesquels rebondir. Le premier, ça me donne l'impression finalement que l'ostéopathie et la chiropractie, quelque part, elles pourraient être sont complémentaires au final. Bien sûr. Parce que si on parle de muscles, de tendons, de nerfs, d'os, et que de l'autre côté on parle des liquides, finalement, au final, c'est le fonctionnement global du corps, Bien sûr. quelque part. Si je te coupe une seconde, oui. mais ce qu'il faut savoir, c'est que un corps est un corps. D'accord, c'est une structure, c'est le même pour tout le monde. D'accord. Donc l'ostéopathie a développé des techniques et des approches qui lui sont propres et qui sont très très intéressantes. Et il y a même des synergies qui ont été constituées entre des ostéopathes et des chiropracteurs. J'ai des amis ostéopathes que je respecte tout à fait et qui sont qui sont excellents. Et en même temps, la chiropractique a développé d'autres approches. Et donc, c'est intéressant quand tu parles de complémentarité, parce que en fait, nous en chiropractique, j'ai apporté un crâne que je vais vous montrer tout à l'heure, mais on a des techniques crâniennes qui nous sont propres, et l'ostéopathie a aussi des techniques crâniennes. Et en fait, ce sont des moyens, des biais différents de travailler sur un même système, mais par des approches qui peuvent être différentes, voire complémentaires. Donc pour moi, il y a énormément, bien que nous sommes des professions différentes, enregistrées différentes en France, il y a énormément d'interactions qui peuvent être faites entre ces deux professions. D'accord. Oui, et tu parlais du niveau de reconnaissance, alors je trouve que c'est assez marrant. Alors je ne sais pas si c'est la France qui est toujours l'exception qui confirme la règle. Mais en France, finalement, les gens à la base connaissent plus l'ostéopathie que la chiro. La chiro, souvent, fait plus peur que l'ostéopathie, justement, à cause des manipulations, etc. Même d'ailleurs, moi qui ai travaillé un temps passé au niveau des assurances des professionnels de santé, c'est plus difficile pour un chiro parfois de se faire assurer qu'un ostéopathe à cause de ces manipulations qui peuvent faire peur. Et à contrario, par exemple en Allemagne, j'ai su que les chiropracteurs en fait ont le droit de prescrire des radios, par exemple des bilans radiologiques, alors qu'en France ce n'est pas du tout le cas. Alors, le statut de l'Allemagne est un statut un petit peu particulier. Pour revenir sur ta question, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'ostéopathie, qui est aussi médicalisée, c'est-à-dire qu'en France, il y a énormément de médecins qui sont ostéopathes, puisqu'il y a une branche médicale qui forme des médecins à l'ostéopathie, qui forme des kinés à l'ostéopathie. Oui, donc, effectivement, il y a un volume d'ostéopathes, une représentation qui est beaucoup plus importante. Il y a 25 000 ostéopathes en France, et il y a 1000 chiropracteurs ou 1500. Donc en fait, on n'est pas dans la même cour, si je puis dire. Okay. Par contre, pour la deuxième partie de ta question, la chiropractique n'est pas dangereuse. Nous sommes formés pour faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire des corrections articulaires spécifiques. Et la spécificité de la chiropractique, encore une autre différence par rapport à l'ostéopathie, c'est que lorsqu'on a en fait une correction à faire, vertébrale, on va prendre un contact directement sur la vertèbre, pour faire une manipulation. Donc c'est un acte qui est très très précis, très localisé, avec des vecteurs de force qui sont très orientés.
L'ostéopathie, dans ses premières approches, je ne pourrais pas, on va dire, l'affirmer et le graver dans le marbre aujourd'hui, mais avait tendance à plutôt mettre une zone du corps en tension pour pouvoir manipuler, pour faire bouger les choses. Oui, je vois exactement ce que tu dis. Et donc, elle a une apparence beaucoup plus douce que prendre un contact direct sur la vertèbre et voilà. Donc, manipuler et mobiliser la vertèbre, pardon, pas manipuler. Parce que justement, là, il y a encore une autre chose qui est très très importante. Désolé, mais ce sont des termes qui sont pour nous, qui nous sont chers. C'est qu'on ne parle pas de manipulation vertébrale, on parle d'ajustement vertébraux. Pourquoi? Parce que comme la chiropractique utilise des techniques qui sont très précises, on va mobiliser très précisément la vertèbre, et donc on parle d'ajustement. D'accord. Voilà. Et il y a même des techniques en chiropractique qui utilisent des systèmes d'analyse du déplacement de la vertèbre en 3 dimensions. D'accord. Voilà. Donc pour nous, l'ajustement, le terme ajustement est un terme chiropractique très précis et on n'utilise pas le terme manipulation. C'est pour ça que les gens qui vont recevoir ce type d'ajustement, cet ajustement va être fait dans des conditions très particulières sur une personne qui peut recevoir ce type de correction. Par contre, dans notre formation et dans notre éducation, on sait quand on peut utiliser ce genre de technique et quand on ne peut pas utiliser ce genre de technique. Et l'avantage de la chiropractique, c'est que nous avons une centaine de techniques différentes. Donc si on ne peut pas passer par cette méthode, on va passer par une autre méthode. D'accord. Voilà. Oui, du coup, il y a vraiment un bilan initial qui est fait avec le patient, de sorte que si une anamnèse, exactement. Oui, voilà, exactement. Et donc, si la personne elle a un souci, je ne sais pas moi, au niveau d'une hernie discale ou autre, on ne va pas faire une manipulation dangereuse qui pourrait la rendre paraplégique. Bien sûr que non. Okay. Non, parce que c'est souvent la peur, en fait, véhiculée. En plus, on travaille, nous, spécifiquement, avec des radiographies, des scanners, des IRM. Tout ça, nous sommes formés pour les lire. Donc, bien sûr que cette anamnèse va permettre de comprendre l'état du patient, si elle a eu des traumas, des antécédents particuliers, s'il y a une contre-indication à l'ajustement chiropractique ou pas. Et à partir de là, on va choisir un peu dans notre catalogue qu'est-ce qui semblerait être le plus approprié pour cette personne de manière à l'aider. D'accord, très bien. Donc un enfant, par exemple, peut être ajusté de manière différente qu'une personne de 75 ans. D'accord. Justement, ou qu'un sportif de haut niveau. Ah oui, j'imagine bien. Et du coup, c'est la question que j'allais te poser, ça tombe à point. J'allais dire, du coup, quel est l'intérêt de la chiropraxie, par exemple? Alors, si on va reprendre dans l'ordre chronologique, on va dire, pour démarrer pour une femme enceinte, par exemple. On fera les bébés et les enfants après, on va démarrer par le début. Ok, donc une femme enceinte. J'ai peut-être un tout petit peu touché du doigt le sujet quand tu as parlé d'embryon et du démarrage en fait finalement de toutes les créations nerveuses et tous les systèmes en fait du corps dès la 3e semaine. Bien sûr. Alors la première chose, on va voir l'intérêt pour la maman et l'intérêt pour le bébé, d'accord, le fœtus. Alors l'intérêt pour la maman, ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire un type de problème récurrent, parce qu'on est tous tombés, parce qu'on a tous glissé, parce qu'on a fait des sports dans des mauvaises conditions, parce qu'on a soulevé des charges dans des mauvaises conditions, on a eu un accident de voiture, la vie fait que c'est pas linéaire et que notre corps est soumis à différents traumas au fur et à mesure qu'on évolue. Donc quand on arrive en âge de procréer, eh bien souvent on a un problème de bassin qui fait qu'il y a une torsion qu'on appelle des os iliaques et qui fait que l'endroit par lequel le bébé doit passer, à un moment donné, peut être perturbé au niveau des ligaments, au niveau des structures osseuses, et que dans le développement de ce bébé, eh bien, tout peut ne pas fonctionner correctement. D'accord. Donc déjà pour la maman, si elle arrive avec un problème de bassin, eh bien, au fur et à mesure de sa grossesse, elle va commencer à avoir mal au dos. Elle va commencer à avoir... Pourquoi? Parce qu'elle prend du poids, parce que son ventre gonfle, son organisme se transforme, et il est fait pour ça. Sauf que si c'est fait sur une structure qui est dysfonctionnelle, eh bien, ça va engendrer des problèmes particuliers. D'accord. Okay. Donc pour la maman, c'est pas top. Et puis, si on a un problème de bassin, eh bien, au fur et à mesure, on va avoir des compensations au niveau de la partie centrale qui est le sacrum,
Et puis quand le sacrum ne va plus, bien sûr, on a le bas de la colonne vertébrale qui repose dessus, donc ça compense. On a des problèmes au niveau des disques lombaires et ça peut créer des sciatiques, ça peut créer d'autres problèmes. Donc ça, bien sûr, pour la maman, c'est très intéressant parce qu'on va lui apporter du confort. On va lui apporter aussi des corrections spécifiques qui vont permettre à tout cet équilibre musculo-squelettique pelvien d'être à son plus haut niveau de fonctionnalité. Et donc, ça va préparer l'accouchement aussi, parce qu'à partir du moment où on a un bassin qui est fonctionnel et que tous les ligaments sont mobiles, et les muscles sont exactement beaucoup plus détendus, beaucoup plus relâchés, eh bien automatiquement la délivrance va se faire plus facilement. D'accord. Et c'est des ajustements, du coup je ne vais pas utiliser le terme manipulation, maintenant j'ai bien compris. Ce sont des ajustements, bravo. On peut faire quand même pendant la grossesse, même si on pourrait le faire en préconceptionnel, on va dire que c'est toujours mieux, mais du coup si on n'y a pas pensé avant, on peut toujours faire quelque chose jusqu'à la veille de l'ajustement. Okay. La veille de l'accouchement. La veille de la... Excuse-moi. Jusqu'à la veille de l'accouchement, c'est possible. D'accord. Ok, waouh, super. Il n'y a pas de problème. En plus, en chiropractique, on a des gens qui sont fabuleux parce qu'ils ont créé des tables qui s'ouvrent et qui permettent en fait à la maman de pouvoir se coucher sur le ventre, ce qu'elle ne peut plus faire depuis un certain temps. Oui, exactement. Okay. Et donc même à 7, 8 mois, 9 mois de grossesse, en fait, on peut la positionner sur la table, accéder à la partie postérieure, bien sûr, au niveau du dos, et pouvoir la traiter tranquillement avec différentes techniques. D'accord. Oui, et puis d'avoir vraiment accès à tout, parce que souvent, du coup, les femmes, on les met sur le côté, mais j'imagine que c'est pas du tout la même chose s'il faut manipuler, ajuster. Quand on est sur le côté, du coup, qu'il y a des points d'appui au lieu d'être positionné dans une position plus adéquate. Tout à fait. L'idéal pour la... Moi, j'ai soigné énormément de femmes enceintes et j'ai eu beaucoup de plaisir à les accompagner. Parfois même certaines avant leur grossesse parce qu'elles avaient du mal à tomber enceinte. Donc je les ai aussi, on va dire, je leur ai permis de pouvoir pour certaines tomber enceinte parce qu'elles avaient des problèmes métaboliques au niveau du fonctionnement hormonal. Et donc en changeant l'alimentation, en stimulant le système nerveux, parfois en enlevant des barrages émotionnels qui font que le subconscient bloque par rapport à... Oui, je veux bien être enceinte, mais en fait, mon subconscient, il dit non. D'accord. Et donc, en enlevant tous ces blocages, en fait, on a permis en fait, à ces femmes de tomber enceintes. Et c'était vraiment génial. Et donc, le fait de les accompagner toute la grossesse permet à la fois à la maman et à la fois au bébé qui va commencer à se développer d'être à un meilleur potentiel. D'accord, super. D'ailleurs, on en dira plus tout à l'heure dans une capsule dédiée aux femmes enceintes, donc on ne va pas tout élucider ici. Ok. Sur les bébés, du coup, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce que ça peut leur apporter et est-ce que les bébés peuvent consulter dès la naissance aussi? Est-ce que c'est... Pareil, j'ai eu la chance d'avoir une pratique très très large. Et donc les bébés, souvent, et ça, c'est ça qui est génial quand on accompagne une femme enceinte, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'établit entre le thérapeute et la future maman. Et quand la future maman devient maman, eh bien, en général, la première chose qu'elle a envie de faire, c'est d'offrir une séance chiropractique à son bébé pour vérifier si tout fonctionne bien. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est toujours un traumatisme. Et donc, le crâne peut souffrir, des problèmes peuvent se mettre en place dès la naissance. Et donc, le fait de les vérifier, c'est top. Et moi, j'ai eu 2 beaux enfants. Et dès qu'ils sont nés, pas à la clinique parce que je n'avais pas le droit, mais dès qu'ils sont arrivés à la maison, ils sont passés sur la table et ils ont été testés et corrigés en fonction des besoins. D'accord. Et d'ailleurs, mes enfants ont tellement l'habitude d'être ajustés, puisqu'ils ont aujourd'hui presque 25 et 20 ans, que dès que ça ne va pas, ils se couchent sur la table et ils me disent « ajuste-moi ». D'accord, mais ils ont bien retenu le mot « ajustement ». Voilà. Très bien. Et oui, justement, par rapport au bébé, quelles sont les choses qu'on peut aider finalement avec la chiropraxie? Alors un bébé, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau fonctionnel, les plus gros problèmes qu'on voit le plus souvent sont en lien avec la mobilité crânienne, le système nerveux. Et donc de là, qu'est-ce qui peut découler? Des problèmes de sommeil. Il y a beaucoup d'enfants, pas mal d'enfants qui peuvent avoir du mal à dormir parce qu'ils sont en souffrance au niveau du crâne.
Ensuite, il y a des problèmes bien sûr de régurgitation. Ça, c'est on va dire, un gagnant, voilà, un problème chronique qui revient souvent parce qu'en fait, il y a une compression au niveau du diaphragme qui bloque un petit peu le fonctionnement du tube digestif. Et puis après, il y a aussi des problèmes chez les bébés un peu mécaniques, parce que des fois les mamans, elles se retournent, puis le bébé, il a sauté de la table allongée, il a fait du parachutisme et il est tombé sur la tête, il est tombé sur le dos. Et bien sûr, elles arrivent en catastrophe, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc, en général, on regarde aussi la partie musculo-squelettique chez les bébés. D'accord, très bien. Alors, l'autre bébé, il va grandir, il va devenir un enfant. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que, déjà, si ces choses-là, enfin, tous ces petits traumas de la naissance, des chutes, etc., n'ont pas été, du coup, corrigés au départ, est-ce que c'est rattrapable une fois que l'enfant va grandir? Parce qu'en fait, on n'était pas au courant, par exemple, et puis on va rencontrer quelqu'un qui va nous dire, mais ça serait peut-être intéressant que j'aille consulter quelqu'un. C'est toujours mieux de commencer le plus tôt possible, encore une fois, parce que lorsqu'on enlève les barrages qui affectent le système nerveux, on potentialise le système nerveux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bébé, son système nerveux se développe intra-utérin jusqu'à l'âge de 8 ans. D'accord? Donc pendant toute cette période, il est en maturation. De la vie intra-utérine à 16 semaines, il y a des réflexes uniquement qui fonctionnent. Le bébé, il fonctionne par réflexe. De 16 semaines de vie intra-utérine jusqu'à 6 mois, eh bien, en fait, il va y avoir un autre développement qui se fait parce que le bébé, après sa naissance, il va commencer à relever la tête. Donc, on a les réflexes toniques du cou qui vont se mettre en place. Et puis, il va y avoir le développement du système auditif, le système visuel. Il va y avoir aussi des mouvements homolatéraux qui vont commencer à se mettre en place. Et puis de 6 mois à 1 an, le bébé il commence à mettre le bazar dans la maison, donc il marche à 4 pattes. D'accord ? Et c'est très important cette étape parce qu'en fait, ça va permettre une contralatéralité, l'utilisation en fait, du bras et de la jambe en marchant à 4 pattes. Et puis, il va y avoir à 1 an le début de la marche. Donc de 1 an à 3 ans, l'enfant commence à appréhender la marche debout, dès 1 an. Et là, il y a encore d'autres maturations neurologiques qui vont se mettre en place. Et puis, au fur et à mesure, de l'âge de 3 ans à 8 ans, en fait, ça va être le développement du cortex cérébral qui va permettre, en fait, encore un autre niveau de maturation. Il va y avoir la motricité fine qui va commencer à se mettre en place. Il va y avoir aussi le langage, bien sûr. Et donc cette maturation du système nerveux, elle se fait, elle commence intra-utérin. Et c'est pour ça que c'est intéressant de potentialiser le système nerveux de la maman, parce qu'il y a une grande communication entre la maman et le bébé. Il y a même dans la vie intra-utérine des enregistrements neuro-émotionnels. C'est-à-dire que l'enfant, il va percevoir l'environnement dans lequel il se développe. Oui, les émotions de sa maman, tout en fait. Exactement, mais même les émotions de l'environnement. La maman, des fois, par exemple, va avoir un accident de voiture et c'est pas rare qu'on ait à traiter une peur, vie intra-utérine, à tel moment, parce que le système nerveux de l'enfant, qui est un premier disque dur, il enregistre en fait tout. Oui, d'accord. Oui, ça c'est intéressant, le fait que de traiter la femme enceinte, finalement, ça agit aussi sur le bébé. Ça, oui, et puis le fait de encore permettre à cet écosystème dans lequel l'embryon se développe, c'est-à-dire le bassin, la musculature de la maman et tout ça, fait qu'il y a moins de compression sur l'enfant et donc il va pouvoir s'épanouir plus facilement. D'accord, oui, il sera moins contraint. Exactement. D'accord. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la chiropraxie, finalement, c'est pas que un traitement musculo-squelettique, ça va beaucoup plus loin, en fait, avec tout ce qui est justement émotionnel. Et du coup, ça me rapproche de ma question suivante sur l'apport de la kinésiologie appliquée, puisque c'est une technique à laquelle tu es formé et que tu utilises énormément dans ta pratique, enfin tout le temps en fait. En fait, je ne saurais pas travailler sans kinésiologie appliquée. Donc la kinésiologie appliquée, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est un apport considérable qui permet en fait de transcender les techniques chiropractiques classiques, qui sont à la base de la chiropractique, et c'est une évolution qui s'est faite à partir de 1964 par un docteur en chiropractique qui s'appelle George Goodhart. Et j'ai vraiment beaucoup
de gratitude pour cet homme parce qu'il a ouvert un champ qui n'existait pas, avec une nouvelle dimension, un nouveau concept, un nouveau paradigme, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer avec le système nerveux de la personne. Et c'est magnifique. Donc on peut dialoguer avec cet outil par le test musculaire manuel. Le test musculaire manuel, c'est l'utilisation d'un muscle qui fonctionne normalement. Et par rapport à ça, on va poser des questions au niveau du corps. Exemple, on peut faire un test. Si la vertèbre est bloquée vers la droite, eh bien si je la pousse encore plus vers la droite, un muscle qui était fort devient faible. Pourquoi? Parce que j'aggrave la problématique. Donc je sais qu'il y a un problème de blocage dans ce sens, donc je vais débloquer dans le sens inverse. D'accord. C'est une application. Deuxième application, dans le domaine métabolique. Tous les grands muscles du corps sont reliés aux organes et aux méridiens d'acupuncture. Donc si j'ai un organe qui dysfonctionne, le muscle associé à cet organe va dysfonctionner. D'accord. Donc si je teste par exemple le pectoralis sternal qui est relié au foie, et si j'ai trop abusé de chocolat pour les femmes, trop abusé de vin rouge pour les hommes, eh bien mon foie va être surchargé. Et donc mon muscle pectoralis sternal va être dysfonctionnel. D'accord. Et donc je peux prendre par exemple un complément alimentaire ou une plante spécifique pour le foie, mettre ça dans la bouche du patient, par la voie sublinguale, je vais informer le cerveau que cette nutrition est bonne pour le foie. Et si c'est bon pour le foie, le muscle associé au foie va se renforcer. Si ce n'est pas bon pour le foie, il va rester faible. Deuxième application. Troisième application, la partie neuro-émotionnelle. Parce qu'on sait aujourd'hui que lorsque nous pensons positif, nous envoyons des neurotransmetteurs positifs à notre corps. Et lorsque nous pensons négatif, nous envoyons des neurotransmetteurs négatifs à notre corps. Et donc cela nous affecte. Et ça affecte directement quoi? Notre système nerveux. D'accord. Donc je teste, je suis fort, je suis fonctionnel, neurologiquement fonctionnel, à l'instant T. Je pense à quelque chose qui peut m'affecter, et si ça m'affecte, ça va devenir faible. En fait, là, tu es en pleine explication de ce qu'est la somatisation, en fait. Bien sûr. Et au-delà de ça, la quatrième application, c'est la partie énergétique du corps. Puisqu'en fait, nous sommes bombardés d'énergie tous les jours, qu'on se nourrit à partir de cette énergie. On sait aujourd'hui qu'il y a autour de nous une énergie et que cette énergie dont font référence les Asiatiques, les Hindous et les Polynésiens, le mana pour les Polynésiens, le prana pour les Hindous et le chi pour les Asiatiques, la médecine chinoise, d'accord ? Eh bien, en fait, cette énergie vitale, cette énergie qui nous nourrit régulièrement, on en a besoin, c'est vital pour nous. Et donc, on peut tester les points d'acupuncture en kinésiologie appliquée clinique. C'est-à-dire qu'on va toucher un point et on va tester un muscle. Par exemple, un point pouls, qui est un point diagnostique. Eh bien, si je touche le point du milieu ici, qui correspond au foie, j'ai aussi une information sur le foie. Mais l'énergie du foie, dans ce cas-là. D'accord. Oui, on est à un autre niveau. Oui, c'est vraiment complet. Mais en plus, c'est vrai, aujourd'hui, de toute façon, la recherche nous a montré que notre corps, de toute façon, est même un champ électromagnétique et de l'électricité. Donc déjà, rien qu'au niveau de la physique, si on veut rester plus terre à terre pour les personnes qui ne seraient pas trop bercées dans le côté énergétique, tout à fait. Il y a une explication entre guillemets rationnelle en fait à ça. Et c'est vrai qu'en fait la kinésiologie appliquée, au final, c'est une aide diagnostique formidable. À la base, c'est un outil diagnostique qui a été créé pour permettre de voir quels sont les besoins du corps. Et puis, ce courant a évolué, on va dire, en deux branches. D'un côté, un des premiers chiropracteurs qui a été formé avec George Goodhart a créé un courant, et il s'appelait John T. John T a créé la kinésiologie, qu'on connaît aussi sous le nom de Touch for Health, santé par le toucher, qui est un courant mondial qui s'est développé, mais beaucoup plus simplifié par rapport à la kinésiologie appliquée originelle de George Goodhart, groupe auquel j'appartiens, qui s'appelle le Collège international de kinésiologie appliquée, qui rassemble des chercheurs, mais aussi des médecins,
des chirurgiens, docteurs en chiropratique, ostéopathes, docteurs en ostéopathie, et dentistes du monde entier. Et donc moi j'appartiens à ce groupe et j'ai eu la chance de pouvoir dans un premier temps suivre toutes les formations au niveau international pour pouvoir passer les diplômes et les niveaux de compétences de manière à pouvoir enseigner. Et aujourd'hui je suis le seul en France à ce jour diplômé du Collège international de kinésiologie appliquée. Voilà. D'accord. Oui, c'est très intéressant parce que on entend souvent aussi parler de la kinésiologie tu viens de répondre à la question quelle était la différence finalement avec la kinésiologie appliquée et tu viens de la donner. Alors, c'est ça. La terminologie qu'il faut utiliser, c'est kinésiologie appliquée, professionnelle ou clinique, le groupe auquel j'appartiens, de George Goodhart, et de l'autre côté, Touch for Health ou kinésiologie. Voilà. Et c'est très important de bien comprendre que ces deux courants sont parallèles, un peu comme l'ostéopathie et la chiropratique, mais sont différents. Dans le sens où la kinésiologie appliquée professionnelle que j'utilise est à visée neurologique. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic à travers le système nerveux du client ou du patient. D'accord. Et la kinésiologie, comment dire, voudrait avoir la même ambition, ou pourrait avoir la même ambition, mais malheureusement, elle n'est pas pratiquée par des professionnels de santé. Ah oui, je comprends. Oui. Okay. Donc c'est ça qui fait un petit peu la différence, c'est que nous sommes un groupe de gens qui ont minimum 3500 heures de formation académique avant de commencer la kinésiologie appliquée. Oui, donc en fait, au-delà de la kinésiologie, il y a aussi toute la connaissance en fait, de la physiologie du corps, du fonctionnement du corps. La physiologie, voilà. La neurologie, l'anatomie, toutes ces choses-là. Voilà. Alors, la kinésiologie, le Touch for Health, a développé des approches très intéressantes. Très intéressantes. Certaines que j'utilise. Le docteur Paul Denison, par exemple, a utilisé des choses en lien avec les troubles de la dyslexie, le fonctionnement des deux hémisphères croisés. Ce sont des choses superbes, voilà, mais qui ont leurs limites si les corrections neuromusculosquelettiques crâniennes ne sont pas faites. Or, les kinésiologues ne sont pas docteurs en chiropratique le plus souvent, ne sont pas ostéopathes. C'est pour ça que lorsque un chiropracteur, un ostéopathe va régler les problèmes crâniens, il va déjà améliorer automatiquement toutes les fonctions neurologiques. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, en fait, du corps, il est représenté par 80% le cerveau, 20% la colonne vertébrale. Donc, lorsqu'on touche au crâne, on potentialise tout de 80%. C'est pour ça qu'il faut être bien formé, parce que du coup, ça peut être un grand risque si c'est mal fait. C'est très important d'aller voir quelqu'un de compétent, c'est comme pour tout. C'est ça. Je ne confierai pas ma voiture à n'importe qui. Donc je ne confierai pas mon corps à n'importe qui. Je le comprends. Et c'est intéressant cet éclairage sur la kinésiologie, parce que ce qu'on entend souvent sur la kinésiologie, donc pas la kinésiologie appliquée, d'ailleurs je pense que les gens connaissent le mot kinésiologie, mais le mot kinésiologie appliquée est très peu, à mon avis, connu, en tout cas dans le grand public. Et l'image qu'on a souvent de la kinésiologie, c'est que c'est pour quand on ne va pas bien, pour des émotions, des traumas qu'on a du mal à passer, ou comprendre pourquoi on ne va pas bien et retrouver des émotions qui sont cachées. Du coup, est-ce que finalement, en kinésiologie appliquée, on peut faire la même chose ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évolution de ces deux courants, la kinésiologie, effectivement, s'est beaucoup focusée sur la partie énergétique, la circulation de l'énergie au niveau des méridiens, au travers des tests musculaires, comme je l'ai expliqué précédemment, mais aussi sur la partie émotionnelle. Parce que, effectivement, le corps répond par le muscle, le test musculaire, instantanément, aux questions qu'on lui pose. Oui, et ça, on agit sur l'inconscient, d'ailleurs, je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. De l'autre côté, donc c'est pour ça que c'était facile d'utiliser ces outils et l'accessibilité est facile. Maintenant, en kinésiologie appliquée clinique, on a la chance d'avoir différents mentors qui ont développé des techniques, dont le docteur Scott Walker en Californie, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai même organisé le premier congrès international de techniques neuro-émotionnelles, NET, Neuro-Emotional Technique,
en France, à Paris, en 2003, si mes souvenirs sont bons. Et Scott Walker a développé cette approche. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec lui en Californie, il y a 30 ans, et passer tous les niveaux de compétences aussi pour pouvoir former des gens éventuellement à cette approche. Et ça a été quelqu'un qui a apporté une pierre supplémentaire à l'édifice de la kinésiologie appliquée clinique parce qu'il a ouvert toute la voie de la partie neuro-émotionnelle. Et avec des recherches, aujourd'hui, ils ont fait des recherches à New York qui montrent que lorsqu'on fait un traitement neuro-émotionnel à un patient sous MRI, sous IRM, et IRM à positron, donc où on voit en fait le cerveau en dynamique, eh bien, on voit des changements instantanés dans le cerveau parce qu'on enlève un blocage neuro-émotionnel. Donc c'est génial. Oui, c'est vraiment extraordinaire de se dire que l'inconscient est maintenant à notre portée. Exactement. Donc maintenant, on peut démontrer que lorsqu'on déverrouille un programme émotionnel du passé, ou un choc émotionnel, ou un trauma, ou une programmation, eh bien, à ce moment-là, on a un effet direct sur le fonctionnement du cerveau et l'optimisation du cerveau. C'est fou ce que tu dis, parce qu'on se dit que la psychologie et la psychiatrie auraient grand bénéfice à travailler avec des personnes qui sont formées à la kinésiologie appliquée, hein, en neuro-émotionnel, bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que justement, de notre conception à l'âge de 12 ans, tout ce que nous vivons passe dans notre subconscient sans filtre. C'est-à-dire que en tant qu'humain, nous n'avons pas la capacité à filtrer cet émotionnel. On ne filtre pas ce qu'on vit. Donc, grosso modo, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente de la conception à l'âge de 12 ans s'imprime dans notre subconscient et devient notre référentiel. Ça veut dire, pour nous, eh bien, si on a enregistré, comme si on était sur une autoroute, qu'on voit les panneaux Burger King et McDonald's, eh bien, c'est l'alimentation normale de l'humain, Burger King et McDonald's. Par contre, si on fait la même autoroute et qu'on voit, par contre, Guide Michelin, okay, je préfère cette autoroute. Eh bien, à ce moment-là, ça devient notre référentiel. Eh bien, pour celui qui a enregistré Burger King, il ne comprendra jamais que Guide Michelin peut être super. Okay, parce que dans son programme, il a associé bonheur, plaisir à McDonald's ou Burger King et pas à Guide Michelin. Et dans l'autre cas, ça va être l'inverse. Donc, ce référentiel, en fait, est un formatage de notre disque dur dans notre subconscient. C'est bien parce qu'en fait, tu es en train de rajouter une couche sur toute ma mission et ce que je veux faire en aidant les futures et les jeunes mamans pour accompagner leur enfant, justement, parce que les premières années sont tellement importantes. Exactement, tu as tout à fait raison. Pour permettre à l'enfant de devenir après un adulte accompli. C'est tout ce à quoi il va être exposé au départ qui va être les fondations de cette maison. Exactement, c'est pour ça que ton rôle est fondamental, Nathalie, parce qu'en accompagnant dès le départ, d'abord la maman, voire la maman et le papa, parce qu'ils font ça à deux quand même, hein, même si c'est la maman qui porte l'enfant, eh bien ça va permettre en fait déjà de préparer un bébé intra-utérin qui va être dans les meilleures conditions. Et puis quand il va venir au monde, eh bien au fur et à mesure de son développement, si on a le bon cadre, eh bien on va lui permettre en fait une évolution et une compréhension de cette évolution dans les meilleures conditions possibles pour faire que l'humain qui va devenir soit, on va dire, encore meilleur. Exactement. Je pense qu'on est sur la même voie et la même démarche tous les deux par rapport à ça, d'essayer de pouvoir se développer et d'évoluer et aussi de transcender même des difficultés ou des choses difficiles qu'on a vécues. Bien sûr. Et puis, je pense qu'en allant dans ce sens, eh bien, de génération en génération, on peut imaginer que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants seront encore meilleurs que nous. Et qu'on aura un monde meilleur, du coup. Et bien sûr, et bien sûr. En tout cas, je l'espère très profondément. Écoute, je te remercie beaucoup, Laurent, pour cette intervention et toutes ces réponses à questions. C'était passionnant. Avec plaisir. Je pense qu'on pourrait encore en discuter pendant des heures. Mais je pense que tu vas avoir d'autres questions pour moi. Ouais, je vais avoir d'autres questions, mais je pense qu'on va faire du coup des vidéos
spécifiques sur chaque thème pour vraiment approfondir chaque sujet. Donc n'hésitez pas Avec grand plaisir. à retrouver les autres vidéos liées à la chiropraxie, l'accompagnement des bébés, des jeunes enfants et des femmes enceintes qui vont être aussi disponibles sur ma chaîne. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour ta venue. Je crois qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Laurent Picard sur Instagram. Oui, Laurent Picard, coach. Laurent Picard, coach, d'accord. Voilà, sur Instagram, vous pouvez me suivre avec grand plaisir. Tu as une chaîne YouTube peut-être? Non. Pas encore? Pas encore. Ou un site internet? Non plus. Non plus. Ah, bon, bah, c'est pas grave, mais on peut te retrouver sur Laurent Picard, coach, sur Instagram. Et du coup, tu consultes toujours, il me semble. Bien sûr, je consulte toujours en Andorre, bien sûr, principalement. Je suis sur l'Amasana pour l'instant. Et en devenir vers de nouvelles aventures. De très beaux projets et j'espère qu'ils vont se réaliser. Et je crois que tu te déplaces aussi pour certaines personnalités un petit peu à l'international. Oui, ça arrive sur Paris, un peu sur Barcelone. Et des fois en Suisse. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. C'était un grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, des questions sur la chiropraxie, etc., on essaiera d'y répondre bien sûr avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.